Voilà. Ah, voilà, flouter mon arrière-plan. Tu arrêtes, Je là. l'enlève. Ça y est, on sort du flou. 1, 2, 3. Oui, on n'est plus dans le flou. Ouais. Ah, c'est quand même mieux pour parler de l'agriculture, On de est mignons sortir tous du les flou. deux, là. Ben oui, le duo. Vous êtes prêts pour l'Odyssée paysanne? Ça y est, ça a mis un peu de temps. Là, le bateau va partir. Allez, on commence. Donc, moi, je suis Marie-Laure Eustache. Je suis membre du conseil d'administration du CIRPA, directrice conseil au sein de l'agence Les Émotionneurs. Et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer ce débat avec Jean-Marie, un débat en format hybride, comme vous l'avez compris. On a quelques personnes en présentiel. Et merci à toi, Laurence, aussi pour d'avoir organisé en visio ce CIRP atelier. Donc, vous êtes nombreux et nombreuses à vous être inscrits et curieux de découvrir les grandes lignes de ce livre que peut-être vous avez parcouru. Je vous le souhaite parce qu'on y apprend plein de choses. Donc, nous sommes ensemble à peu près jusqu'à 18h. On va dialoguer avec Jean-Marie et puis il y aura évidemment un temps, au moins une bonne demi-heure pour vos questions, parce que je pense que c'est important d'avoir ce dialogue. Et Alain, merci, bienvenue parmi nous, Alain Savary. Très bien. Donc, Jean-Marie, je voulais rappeler que c'était ton 4e livre, c'est ça? Ton 4e livre, paru en septembre 2022. Donc, Jean-Marie, toi, tu es ingénieur agronome de formation, tu es expert comptable, aujourd'hui agroéconomiste indépendant, tu es membre de l'agriculture, de l'Académie d'agriculture de France, et ça fait 40 ans que tu observes le monde agricole. On en a encore parlé ensemble. Donc, tu as à peu près... Tu as tout vu. Tu as vu la PAC qui s'est mise en place. Tu as vu le déploiement de l'agriculture industrielle telle qu'on la dénonce aujourd'hui. Tu as vu l'arrivée du bio. Tu as vu cette industrie agroalimentaire aussi qui s'est adressée aux consommateurs avec moult promesses et outils marketing dans les années 80. Enfin, voilà, tu as observé tout ça. Ton dernier livre, donc, il a occasionné pas mal de discussions, de conférences déjà, d'articles de presse. Donc, tu viens nous en parler aujourd'hui au CIRPA. Et puis, le Salon de l'agriculture approche aussi. Donc, c'est très bien de reparler ensemble d'agriculture et de voir un petit peu ce qu'on peut en dire. Toi, tu as choisi un titre intéressant, 2041, l'Odyssée paysanne. 2041, référence à 2001, l'Odyssée de l'espace. Moi, je n'avais pas fait le lien, mais voilà. Pourquoi 2041? Tu nous emmènes dans une Odyssée qui parle beaucoup de terre et de sol, mais tu nous emmènes un petit peu sur la mer. C'est la couverture du livre qui est paru aux éditions de la France agricole. C'est la 3e réimpression. Jean-Marie, tu me confirmes? Et donc, c'est déjà un beau succès. Et donc, moi, je te donne juste mes impressions de lectrice et voilà, je suis sûre que vous en aurez aussi si vous avez lu le livre de Jean-Marie et si on vous donne envie de le lire. C'est déjà, tu pars du postulat qu'il y a un vrai regain d'intérêt pour l'agriculture. Ça, c'est quelque chose que tu constates voilà, depuis 15 ans. Les Français se sentent aujourd'hui tous concernés par l'agriculture. Ce que je mange provient de l'agriculture, ça me concerne. C'est vraiment le postulat de départ. Et puis, je trouve que ton livre est très construit, très lucide et à la fois très optimiste. Il questionne l'agriculture de façon quand même assez frontale, mais je pense que c'est ton style, notamment dans la partie 1. Tu vas t'attaquer au sujet, au gros sujet. Et puis, après, tu parles de perspective et du ressenti des consommateurs. Donc, c'est vraiment, je trouve que ce livre est un vrai manuel manuel pour les étudiants, pour l'agriculteur français du 21e siècle, très, très pédagogique, alors que le sujet est très complexe. Voilà, je ne vais pas parler plus, parce qu'on a envie de t'entendre, mais c'était mon ressenti sur ce livre que j'ai vraiment trouvé, j'ai eu un coup de cœur. Et donc, non, vraiment, parce que j'en ai lu des livres sur l'agriculture, et celui-là, je trouve très pédagogique. Et en plus, qui optimiste. Donc, ma première question, Jean-Marie, si tu le veux bien, en plus, on s'adresse à des communicants, la communauté des communicants agricoles du CIRPA, c'est cette question de l'agriculture qui devient une question prioritaire. Et voilà, pourquoi c'est important, ce postulat de départ, de dire qu'aujourd'hui, on est tous concernés par l'agriculture? Qu'est-ce que tu pourrais me dire là-dessus? Le salon approche. Je sais que la coopération agricole va lancer une grande série d'enquêtes auprès des jeunes pour leur faire parler de leur ressenti sur l'agriculture, ce qu'ils mangent, etc. Donc, il y a tout ce mouvement-là. Tu me confirmes Oui, cette tendance? oui. Pourquoi en fait les gens s'intéressent à l'agriculture et pourquoi il me semble qu'on a
jamais autant parlé d'agriculture dans la sphère publique au sens large du terme. Et puis aussi, pourquoi finalement les agriculteurs en sont un peu victimes. Alors on pourrait se dire, on parle de leur monde, c'est une chance, et je crois que c'est fondamentalement une chance. Mais en fait, finalement, ils le vivent quand même plutôt mal, ils le vivent plutôt comme une agression. Je vais en expliquer. Alors pourquoi c'est une question très, très, très moderne et très, 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 très actuelle, l'agriculture? On a pris conscience depuis, je crois, 10, 15, 20 ans, que notre santé, et notre santé, notamment dans la deuxième partie de notre vie ou le dernier tiers de la vie, comme je suis aujourd'hui, il est très dépendant de notre alimentation. Moi, quand j'avais 20 ans, on ne faisait pas trop attention à ça. Donc, il est très dépendant de notre hygiène de vie globalement et donc de notre alimentation. Et donc, qu'est-ce que c'est que notre alimentation? C'est l'agriculture. On part de tous les bouts, c'est l'agriculture. Et donc, c'est pour ça que les consommateurs, ils sont très, très, très soucieux de l'agriculture, même s'ils ne sont pas toujours très soucieux, vigilants sur leur alimentation, mais ils sont quand même très exigeants par rapport à l'agriculture. Il y a la deuxième question qui est la question de l'environnement et du climat. Hein, on a pris conscience qu'une des dimensions du climat, la dimension agricole est importante. Le monde agricole n'en a pas encore complètement pris conscience. La responsabilité. Voilà, la responsabilité du monde agricole. J'interviens pas mal sur ces questions-là, notamment demain d'ailleurs, dans une COP. Et en fait, le monde agricole, il est à la fois une des causes, le premier impacté et un des éléments de solution. Et alors, on communique beaucoup dans le monde agricole sur l'histoire du carbone, c'est une des solutions, mais on est aussi un des plus gros émetteurs. Et il faut réduire les émissions. Et notamment de méthane. Et donc, c'est compliqué pour la question de l'élevage. Voilà. Donc, on est très sensible à ça, et on est très sensible, notamment les 70% de Français qui sont urbains, à l'environnement quand ils vont hors de la ville, donc dans le monde agricole. Voilà. C'est tout ça qui fait qu'on en est, je crois, vraiment de plus en plus... et que les médias en parlent de plus en plus, que la moindre chose agricole fait l'objet des journaux de 20 heures. Et en même temps, donc c'est bien, puisque les consommateurs, c'est les marchés des agriculteurs, c'est un des marchés pour la production agricole. Mais en même temps, les agriculteurs le vivent mal parce qu'ils se disent, en gros, il y a 68 millions de gens qui nous disent ce qu'il faudrait qu'on fasse. 67 millions, tu as écrit dans ton 67, mais je crois qu'on est à 68. Je montrer que... Voilà, 67, 68. Millions de Français, c'est comme les soirs de foot, tout le monde est entraîneur, quoi. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Et tout le monde dit, c'est quand même ça de l'agriculture, pourquoi il ne faut pas ci, pourquoi il ne faut pas ça. Et en fait, là, dans un monde de communicants, là, je reprends ce que je sais pas. Moi, j'en parle au début du livre, là, j'ai retrouvé plusieurs sondages. Il y a un peu plus de la moitié des consommateurs qui pensent connaître les agriculteurs. Et il y a 10% des agriculteurs qui pensent que les consommateurs les connaissent. Ça crée. On est au cœur là, pour un monde de communicants, on est au cœur du dilemme. Hein. Ça nous parle. 86% des agriculteurs considèrent qu'ils réduisent leur impact sur l'environnement. D'accord. Ils sont plutôt et il y a un quart des consommateurs qui le pensent. Donc, il y a les 3/4 des consommateurs qui ne... En gros, 90% des agriculteurs pensent qu'ils réduisent leurs impacts et 3/4 des consommateurs pensent qu'ils ne le réduisent pas. Donc, il y a ce clivage, ce déclavage, voilà. Et je crois que enfin, c'est plus qu'un quiproquo, mais c'est ça. Et alors que les Français, globalement, ils adorent les agriculteurs. Ils sont très critiques sur les pratiques agricoles, mais ils adorent les agriculteurs. Tout le montre. Oui, mais je crois qu'au dernier salon de l'agriculture, il y avait eu un sondage sur le capital sympathie des agriculteurs qui s'est encore confirmé. Voilà. Tout à fait. Donc, on a du boulot, nous les communicants. C'est ça que tu es en train de nous dire aussi, Jean-Marie? Alors, moi, ce que je dis, moi, ce qui me semble, c'est que il faut que les pouvoirs publics, que la société, globalement, les pouvoirs publics étant l'expression de la société, comme on dit sur le long terme, soient extrêmement fermes sur la direction dans laquelle on va. D'accord. Et quand on dit que le terme de l'Odyssée, quand on dit qu'on ne sait pas où on va dans le monde agricole, je pense que c'est absolument faux. On sait très bien où on va. Alors, où on va?
on va vers une agriculture moins chimique et plus naturelle. D'accord. Ça me paraît très clair. Et je ne parle pas de l'actualité des NNI, mais c'est globalement, le faisceau, il est là, c'est le Green Deal, c'est extrêmement clair. Le chemin, il n'est pas clair, par contre. D'où l'idée de l'Odyssée. Ulysse, il savait où il allait, il rentrait à Ithaque, mais bon, ça, il ne savait pas comment il allait faire. Et bien, les paysans, c'est pareil. Quand je dis les paysans, le monde agricole. Il y a nous, quoi, tout le monde. Voilà. Donc ça me paraît extrêmement clair. Et je fais souvent le parallèle avec la réforme de la PAC de 92, qui est l'ouverture de l'agriculture sur les marchés. On savait très bien, très très bien, hein, toi qui es un jeune comme moi, Alain Savary. On savait très bien. Je l'ai vécu dans un groupe. Voilà. Moi, à l'époque, j'étais dans la banque, on savait très bien, ça nous emmerdait, on ne voulait pas l'entendre. Et c'est là qu'on a commencé à décrocher. C'est là qu'on a commencé à décrocher. Et il nous a fallu plus de 20 ans pour accepter le marché en matière agricole. Et encore, je ne suis pas sûr que tout le monde l'accepte. Il y a encore des défenseurs de l'ancienne PAC. Et là, on est en train d'être lucide, d'en prendre conscience et de se dire que ça ne sera plus jamais comme avant, qu'on entre dans le 21e siècle. Eh bien, j'espère qu'on va prendre ce virage, en être conscient. Je pense que les responsables ne le refusent pas, alors que sur 92, ils le refusaient. Le président de la FNSEA de l'époque, Raymond Lacombe, le refusait de manière extrêmement virulente. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein, mais le monde agricole, il faut… Et ce que je dis aussi à nos concitoyens, je ne suis pas d'origine agricole, moi, du tout. Bon, ça fait 40 ans que je travaille dans l'agriculture, mais je ne sais pas, mes parents ne sont pas agriculteurs, mes grands-parents non plus, arrière-grands-parents, oui, mais pas directement. Et je dis à nos concitoyens, il faut qu'on soit très ferme. Et en même temps, il faut qu'on accepte, qu'on soit bienveillant, qu'on accepte que ça prend du temps. Que les paysans, quand ils changent, les agriculteurs, les exploitants agricoles, on les appelle comme on veut, quand ils changent leur système de production, ils jouent leur casse-croûte. J'ai longtemps dirigé une entreprise avec des comptables et j'explique souvent, quand on change un logiciel comptable, qu'est-ce qui ressemble plus à un logiciel comptable qu'un autre logiciel comptable quand on n'est pas comptable? Et ça change. Et ben, ça prend 1 an ou 2 de formation, de discussion au CE, au CHSCT, tout ça, et pour pas grand-chose. Et les gens ne risquent rien. Mais on va parler. Alors qu'un agriculteur, quel que soit le changement majeur qu'il fait, soit éleveur, qu'il soit céréalier, il joue son beefsteak. Donc, il ne peut pas le faire d'un coup. 40 secondes. Et puis, il ne peut faire que 40 essais dans sa vie. Exactement. C'est une expression qu'on lit de plus en plus. Mais on reviendra sur cette formation parce que c'est ma 3e question avant qu'on ouvre aussi la discussion avec les participants. Donc, c'est très bien. C'est ton postulat de départ. L'agriculture, aujourd'hui, elle est au centre de nos vies, à tous, consommateurs, agriculteurs qui sont aussi des consommateurs, etc. Ça, c'est vraiment, il y a cette prise de conscience. Comment tu définirais cette agriculture du renouveau? Tu parles d'une agriculture plurielle, multidimensionnelle. Voilà, comment est très complexe, en fait, finalement. Elle s'est complexifiée, l'agriculture aussi, Jean-Marie. Ouais. Je pense que le métier d'agriculteur est plus difficile qu'avant. Oui. Il est plus difficile à réussir qu'avant, parce qu'il est plus complexe, que quand on est moins chimique, même si la révolution silencieuse des années 50, il a fallu qu'ils apprennent à utiliser la chimie, mais aujourd'hui, quand on gère des équilibres, c'est systémique, c'est beaucoup plus complexe. Les sciences du vivant, c'est extraordinairement, c'est même pas compliqué, c'est complexe. Donc, les agriculteurs d'aujourd'hui ne sont pas moins compétents qu'avant. Ils sont mieux formés, ils sont plus compétents, mais le niveau de compétences requis est plus important, un petit peu, mais surtout, la gamme des compétences nécessaires est plus large. D'accord. Et donc, je pense qu'un agriculteur seul, aujourd'hui, ne peut plus avoir toutes les compétences. Ça me paraît très difficile. Surtout que les choses vont vite et qu'il faut qu'ils prennent davantage de décisions qu'avant. Et donc, moi, je crois que les agriculteurs devront de plus en plus travailler, alors peut-être à plusieurs dans des sociétés, en étant plusieurs associés ou avec des salariés, mais aussi en partenariat, chacun, on est tous les deux agriculteurs, on est côte à côte, on s'entend bien. Toi, tu pilotes un truc et moi, je pilote l'autre pour nous deux. Parce que toi, tu connais, toi, tu es commercial, moi, je suis un peu un plou commercialement. Techniquement, ce n'est pas trop ton truc, moi, c'est bon. Et on travaille. On est dans le collaboratif. Voilà, dans le collaboratif. Voilà.
Voilà. Et il y a 15 ans, quand j'étais au CERFANS, on avait écrit l'exploitation agricole flexible qui montrait les bases conceptuelles de ça. Je parle aujourd'hui de l'agriculture collaborative. Agriculture collaborative, voilà. exactement. Mais c'est la même chose. C'est plus, voilà. Donc, une agriculture plus naturelle qui n'est pas hors sol, tu insistes là-dessus, qui est de plus en plus située géographiquement. Voilà, ancrée sur ces territoires. Moins on est chimique, plus on est lié au milieu, et donc plus les situations sont situées. D'accord. Et on ne cultivera plus un blé demain dans la plaine de Caen où je suis, enfin, je ne suis pas à la plaine de Caen, je suis dans le Bessin, mais à 10 km de chez moi, comme là où j'étais avant en Picardie, comme dans le plateau du Lauragais. Ce sera très différent. Les variétés seront différentes et les techniques de production seront différentes parce qu'on sera plus dépendant du milieu, on sera plus dépendant des régulations naturelles. On le voit avec les betteraves, là, sur l'actualité récente, enfin, brûlante même. Donc, voilà, des agricultures situées, et je crois qu'on aura des agricultures de plus en plus variées, des systèmes agricoles de plus en plus variés. D'accord. Bon, alors, c'est pareil, l'actualité, tout de suite, elle nous rattrape par tous les bouts. Oui, vas-y, c'était un exemple. L'histoire des HVE et du bio, là, c'est ridicule, cette affaire-là. C'est incompréhensible. C'est bon. Bon, enfin, là, on n'est pas dans le collaboratif. Non, là, on est dans le collaboratif. C'est chacun son camp. Non, mais quel que soit, enfin, ou alors, je n'ai pas tout compris, mais c'est autre chose. Mais on aura des systèmes biotechniques très différents. Il y aura des parties prenantes nouvelles dans les exploitations. J'en suis absolument persuadé. Ça. Des investisseurs. Oui, d'accord. Ouais. Et puis, alors là, encore une fois, je n'ai pas dit, je dis souvent en préalable, ce que je raconte là, c'est ce qui me semble être en train de se faire. Hein, ou du moins les clés, parce que je ne décris pas un futur, je donne des clés. Oui, et des questions. Qui sont les miennes, et des questions. Ce n'est pas forcément ce que je souhaite. D'accord, c'est bien de le dire. Il y a des points, ce n'est pas forcément. C'est pas un livre de militants. C'est ce qui me semble qui est en train d'arriver. Et alors, par exemple, il y a un point qui me semble être en train d'arriver, ce n'est pas ce que je souhaite, mais c'est ce qui est en train d'arriver. Moi, je pense que l'aval est en train de prendre de plus en plus d'importance sur le pilotage de l'agriculture, parce que le monde agricole, les organisations ne vont pas assez vite. D'accord. Et l'exemple typique, les grands groupes. Alors, tout le monde dit McDo, etc., s'intéresse à l'agriculture, Nestlé, Danone, ils sont très. Mais pourquoi? C'est leur propre bilan carbone qui les préoccupe. Bien sûr. Okay. Plus de la moitié de leur bilan, Nestlé, premier groupe agroalimentaire mondial, la moitié de son bilan carbone, c'est ce qu'ils appellent leur amont, c'est-à-dire c'est les paysans. Et donc, si ça bouge pas, voilà. La grande distribution s'y intéresse aussi. Le monde du luxe aussi, qui a besoin de fleurs, de plantes. Voilà, et ça ne va pas assez vite. Nestlé, alors pas en France, mais Nestlé, dans beaucoup de pays du monde, ont leur propre conseil de développement agricole. Salariés Nestlé. Chez nous, ils n'ont pas encore osé. Dans le monde dans la grande culture, ils travaillent avec des conseillers qui ne sont pas les conseillers du système, des chambres, etc., des conseillers indépendants. En élevage, ça existe moins. Ils ont passé des accords avec l'Institut d'élevage, mais pour aller vite. Carrefour, ils leur ferment, je ne sais plus comment ils appellent ça, ils ont la même chose. Ils sont en train de voilà, ça bouge de partout là-dessus. Moi, je me dis, mais comment bon, il faut avancer, mais est-ce que le monde agricole ne va pas se faire complètement et le monde coopératif aussi, alors. C'est dépassé. Voilà. En tout cas, on vit des transitions. Tu as ce mot, toi. Alors, par exemple, et sur l'aspect, l'histoire de l'agriculture régénérative, là, ça vient de ce monde-là. Hein. Oui, c'est poussé par ce monde-là. Tout à fait. C'est la même chose que l'agroécologie. L'agroécologie, c'est vu du côté des techniciens. On dit souvent que c'est assez anglo-saxon, d'ailleurs. Oui, tout à fait, complètement. En tout cas, on vit des transitions, ça, c'est sûr. C'est clair. Et sûrement pas assez vite. On n'est pas prêt. Alors, ma dernière question, c'est sur justement les super agriculteurs qu'il faudrait pour aujourd'hui et pour demain. Je cite deux moments dans ton livre où tu parles de ces agriculteurs. Tu dis qu'ils deviennent des cultivateurs, voire des éleveurs de microbiotes, ce qui ajoute encore une corde à leur arc. Ils en ont beaucoup. Et tu dis ce sont les managers de la complexité. Ils sont physiquement, techniquement, socialement, économiquement ancrés dans des territoires et reliés ensemble. Alors, est-ce qu'ils existent vraiment, ces agriculteurs aujourd'hui? Est-ce qu'on les forme bien? Alors, ils existent, oui, ils existent tous plus ou moins, on en connaît tous à des degrés plus ou moins
plus ou moins élevés, enfin élevés pas au sens hiérarchique, plus ou moins importants. D'accord. Hein. Souvent, ils communiquent bien, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les connaît. Voilà, souvent ils communiquent bien, mais ils n'ont pas de tabou, ils sont ouverts, ils ont... oui, manager de la complexité. Parce que les systèmes vivants sont très complexes. On va être de plus en plus dépendant du vivant. Oui. On a la science en train de nous apprendre enfin, en train de découvrir, parce qu'on ne sait pas bien ce qui se passe dans le sol, on ne le connaît pas. L'histoire du carbone, par exemple, la dynamique du carbone dans le sol, on ne la connaît pas vraiment. La génétique du sol, on parle même de ça. Et le microbiote du sol, voilà, la génétique du sol. Donc, on sait que comme notre microbiote intestinal ou des muqueuses ou de la peau, on sait que maintenant, les animaux, on imagine bien que c'est pareil, les mammifères, mais on sait que les plantes ont la même chose. Bien sûr. Et que c'est des voies par les racines pour augmenter l'efficacité de la nutrition minérale, par les feuilles ou les tiges, c'est des façons vraisemblablement demain de protection contre les maladies. Donc, on sait enfin, on ne sait pas exactement, mais on voit bien qu'il y a des voies là-dessus et sur lesquelles demain, les agriculteurs, ils piloteront ça. Ils seront accompagnés par les ingénieurs. Et là, il y a un appel à lancer quand même, parce que quand on a préparé cette conférence, tu me disais, l'Odyssée d'Ulysse, il savait où il allait, le chemin est difficile, il est guidé par les dieux. Bon, pour nous, ce n'est pas les dieux, c'est les sciences du vivant. Pour nous, ce n'est pas les dieux, c'est les sciences. Ouais. Mais est-ce qu'elles ont leur plein potentiel aujourd'hui en France et en Europe? Est-ce qu'il faudrait pas... On a la chance d'avoir en France quand même un des systèmes, même si je m'énerve souvent contre eux, mais un des systèmes de recherche qui est le plus élaboré en matière agricole. Il est quand même très performant et reconnu. Parmi les 3 ou 4 grands organismes. Il faudrait sans doute qu'ils aillent plus vite, ce que je disais à mon copain Christian Huyghe, il faut faire de la recherche, mais il faut aussi chercher des solutions. Pas tout à fait la même chose. J'ai plein de copains qui sont chercheurs. Est-ce que c'est une question de recherche? C'est ça qu'il est posé. On s'en fout. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a un problème à régler, quoi? Est-ce qu'il y a une solution? Et pour ça, ce qui s'est passé sur j'ai oublié le nom, là, dans le plan des néonicotinoïdes, le programme qu'ils ont fait, là où ils se sont tous mis ensemble. Oui. C'est extraordinaire. Ils ont mis ça comme une grosse avancée. Ils travaillent tous ensemble. Les gars, il était temps. D'accord. Donc, on retient. C'est quand même sidérant, quoi. C'est quand même sidérant. Et bon, ça ne va pas à la vitesse à laquelle on voudrait, mais ils avancent quand même beaucoup. Quand j'ai assisté à une AG de la CGB, j'ai été estomaqué. Et la réceptivité du public des betteraviers que j'ai bien connu avant de ma vie. Ça a changé? Oui. Là, on leur proposait des solutions qui, en gros, s'appellent de l'agroécologie, ils applaudissaient, quoi. Il y a 3 ans, ils auraient balancé les tomates pourries. D'accord. C'est intéressant. Non, mais donc, ça bouge quand même. Mais je pense qu'il faut avancer encore plus vite. Et avec cette difficulté que, encore une fois, ces situations sont plus locales. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. D'accord. Bon, une toute petite dernière question, je ne résiste pas. Est-ce que tu as lu le livre de François Purseigle, Une agriculture sans agriculteurs? Sans doute, voilà. Alain, tu avais la même envie que moi de poser cette question à Jean-Marie. Forcément, parce que c'est vrai que vos livres sont en parallèle. Il y en a un qui est peut-être un peu plus optimiste que l'autre, quoique. Tu me dis que finalement... Alors, je suis embêté d'en parler parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps, je l'ai lu la semaine dernière. Et je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec Bertrand et François, qui sont des copains de longue date. D'accord. Alors, c'est vrai que moi, j'écris l'Odyssée paysanne, et eux, ils écrivent l'agriculture sans agriculteurs. Bon, eux, c'est des descendants spirituels de Mendras et donc la fin des paysans. Donc, il y a une espèce de filiation dans le titre, à mon avis. Sur le fond, on est d'accord, moi je suis d'accord, avec beaucoup de choses qu'ils disent, sauf sur un point, ce que je disais tout à l'heure, qui justement, ils sous-entendent que l'agriculture est de plus en plus hors sol, décontextualisée. Moi je n'ai pas cette idée-là, j'ai l'idée complètement opposée. Alors, dans la partie qu'a sans doute Bertrand qui a écrit ça, plus sur l'aspect social. Moi, je trouve au contraire que l'agriculture sera de plus en plus contextualisée. Et voilà. Mais le fait que demain, alors je ne partage pas le titre, mais bon, c'est un effet de... Et après, tout dépend de ce qu'on veut dire, quoi.
Oui, et puis tout dépend de ce qu'on veut dire, qu'est-ce que c'est que. Par contre, c'est ce qui veut, c'est pour ça que je n'en ai pas encore discuté avec eux. Ce qu'ils veulent dire, si c'est qu'un agriculteur demain, ce n'est pas un agriculteur d'aujourd'hui, oui, on est complètement Oui, d'accord. bah oui, forcément, mais tu le dis très voilà. bien. Le fait que demain, il y aura de plus en plus de salariés, oui. Oui. C'est un fait. Oui, ouais. c'est un fait. Est-ce que c'est une catastrophe? Non. Que demain. Alors moi, je disais depuis un petit moment, même à la fin, quand j'étais encore au Cerf France, je disais il faut qu'on invente un nouveau statut, qu'un agriculteur, ce n'est pas forcément un travailleur indépendant. D'accord. Et en gros, c'est là qu'on a un point de jonction. Ce n'est pas forcément un travailleur indépendant. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas la capacité à manager une entreprise agricole et qui sont de très bons techniciens. Et il faut leur trouver une place demain. Il faut leur trouver une place demain. Et c'est là qu'on est très connectés. On ne l'exprime pas de la même manière. Et moi, je suis un agronome, eux, ce sont des sociologues. Bon, François est un agronome au départ. Moi, je suis un économiste au départ, je suis un agronome technique. Donc, en fait, vos livres sont très complémentaires. Voilà. Il faut lire les deux. Voilà, c'est le message. Et je vois que l'heure tourne et que vous avez sans doute des questions à poser à Jean-Marie. Est-ce alors, quelqu'un peut se manifester? Et puis toi aussi, Alain, tu as dit que tu voulais poser une question, ou c'était peut-être celle-ci? Tu en as plein. Qui commence? Qui a envie peut-être réactiver votre son? Oui, n'hésitez pas à réactiver votre son, à lever la main. Sinon, je passe la parole à Alain Savary qui est présent avec nous. Ça va peut-être lancer un petit peu la discussion. Je reprends une de tes phrases, Jean-Marie, qui dit « Les agriculteurs seront de moins en moins des exploitants de ressources, de moins en moins des assembleurs de techniques et de plus en plus des entrepreneurs sur des territoires, des gestionnaires du vivant, des managers de la complexité. » Le métier d'agriculteur. C'est exactement ce que je pense. Et quand tu expliques l'agriculture collective, deux exploitants agricoles qui gardent leur exploitation agricole. Collectif, c'est un peu soviétique. Ça, c'est un problème de sémantique et de vocabulaire. Je suis d'accord avec toi. Qui gardent et qui restent patrons chez eux, mais qui gèrent ensemble un territoire d'un point de vue systémique. Ça, il le dit très bien, François Purcell, dans son bouquin. Et il le dit que ça ne prend pas des formes juridiques, ça prend des formes très diverses, organisationnelles, et que c'est une forme de demain. Et je le partage parce que je pense qu'il faut effectivement s'affranchir du remembrement qui a parcellisé, regroupé, mais tu as une parcelle de ça, une parcelle de ça, il faut les gérer avec une vision plus globale et collective. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes et d'explications entre les deux livres. Mais ma question, elle est autre. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que le but est connu, mais que le chemin ne l'est pas. Qu'on sait où on va. Moi, je partage pour l'instant l'idée que le but n'est pas connu d'une façon collective entre la société civile et les agriculteurs, et qu'il n'y a pas encore un consensus de but, de vision, et qu'en plus, il y a une difficulté de chemin pour y aboutir. Ce que j'ai apprécié, c'est que tu dis tout de suite dans ton livre, j'analyse des faits, mais tu revendiques une part d'intuition personnelle, ce que je trouve très bien. Je ne suis pas un chercheur, moi. Qui permet une relecture éclairée des faits. Et tu dis, oui, l'agriculture produit une alimentation suffisante et de qualité par rapport à cette question de souveraineté. Est-ce qu'on va manquer Tu dis, oui et non, l'agriculture préserve l'environnement. Parfois oui, parfois non. Et il faut savoir le dire. Oui et non, les agriculteurs vivent bien et sont riches. Je rajoute certains oui et certains non, et on ne parle que de ceux qui n'y arrivent pas. Et tu en as certains qui sont plus riches qu'avant. Et tu en as certains qui sont beaucoup plus riches qu'avant. C'est aussi une réalité. Et de plus en plus. C'est aussi une réalité. Et non, la situation de l'agriculture ne se dégrade pas si l'on raisonne globalement, pas individuellement, globalement. Et oui, à l'évidence, le métier des agriculteurs se complexifie et devient de plus en plus difficile. Je pense effectivement que ça, c'est la clé du problème, car il va y avoir de plus en plus de difficultés à trouver des managers, des exploitants, je ne sais pas quel terme, des paysans d'un nouveau type, mais en tout cas, c'est sûrement cela qui est la clé, parce qu'il va falloir effectivement des compétences beaucoup plus globales, complexes, diverses pour gérer cette complexité de l'agriculture. Mais est-ce qu'on est vraiment d'accord que le but est connu
j'en doute un peu. Alors, juste avant de te répondre, parce que sur l'histoire des territoires, là, de gérer, etc., bon, on est d'accord. Donc, j'ai un exemple sur lequel je suis tombé il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, je ne connaissais pas, qui est tout près de chez toi, dans ta région, avec les semenciers. Bah oui, dans les territoires, non, mais je le connaissais dans le sud-ouest où c'est des plus grandes surfaces, mais dans les territoires où c'est des petites exploitations, ils m'ont expliqué. Ils gèrent l'assolement à l'échelle d'un territoire à plusieurs. Et on va voir le préfet qui prend un arrêté, parce que s'il y a des agriculteurs qui ne font pas cela, on va détruire le champ. Bien sûr. Par la force publique, pour l'intérêt collectif. Et quand tout le monde y a intérêt, tout le monde se met d'accord. Ça ne se fait pas tout facilement. C'est un peu idyllique, on est d'accord. On est d'accord. Mais oui. Il y a la même chose sur les territoires irrigués quand ce n'est pas quand c'est des irrigations collectives. Ou ailleurs dans le monde. Voilà. Donc, c'est des éléments qui vont se... Bon, ceci, ce n'était pas ta question. Alors, oui, sur le sens. Tout dépend. Quand tu dis que c'est connu, je ne sais pas si on est d'accord ou pas d'accord. Tout dépend de ce qu'on veut dire. C'est-à-dire que, est-ce que tout le monde l'a intégré? Non. Et c'est ça que tu veux dire, là, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'il y a un doute sur le fait que en Europe, enfin, dans l'Union européenne, on ait fait le choix politique collectif d'aller vers une agriculture plus naturelle, qui se matérialise par la neutralité carbone dans la pratique, c'est ça. Ben oui, il y a un acte politique qui a été signé par tous les chefs d'État sauf un, qui a obtenu une espèce de dérogation, je crois que c'est la Hongrie, je ne sais plus lequel, ou la Pologne, la Hongrie ou la Pologne, parce qu'ils ont un problème avec le charbon, l'un des deux, je ne sais plus lequel, qui a un petit délai. Il me semble que c'est la Pologne, mais je n'en suis pas certain. Autrement, c'est quand même notre représentant qui l'a signé. Enfin, ils ont tous. Donc là, c'est quand même une direction. Et tu connais comme moi les responsables agricoles, dans l'intimité de la discussion, quand il n'y a pas de micro, ils sont dessus. Je suis d'accord. Voilà, c'est ça, on est d'accord là-dessus. Voilà. Après, est-ce que c'est partagé par tout le monde? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Est-ce que même ces grands responsables, de grandes organisations, quelles que soient les obédiences, dans leur discours quotidien, témoignent de ça? Non. Pas complètement. Un peu quand même. Un peu quand même. Un peu quand même. Mais pas complètement. Un peu quand même. Mais voilà. Donc, l'exemple type, pour moi, c'est la sémantique. Là, c'est plutôt le domaine de nos amis sociologues. Mais l'histoire de l'agroécologie, qui a fait bondir il y a quelques années, aujourd'hui, ça devient lieu commun. On parle d'agriculture du vivant aussi. Le salon de l'agriculture, c'est sur le vivant. Il y a cette prise de conscience. Voilà. Et puis One Health, tiens, One Health. D'ailleurs, ça fait penser à One Health, le sous-titre de ton livre, pour la santé de l'homme et de la planète. Et c'est bien, One Health, ça entraîne tout le monde dans le bon sens. Tu veux réagir, Alain? Cet après-midi, je travaillais chez Agridé sur un groupe de travail sur One Health. Et il y avait un certain nombre d'intervenants, d'échanges. La vision commune de One Health entre la vision animale et végétale et la vision humaine, entre les médecins et les vétos, n'existe pas. D'accord. Ce qu'on demande en termes de sécurité sanitaire en matière d'élevage, on ne le demande pas en équivalent humain. L'exemple nous a été donné, par exemple, de traitement chimiothérapie de certains animaux qui sont faits par des cliniques vétérinaires. Ils sont obligés de gérer les effluents des animaux traités par chimiothérapie avec des coûts exorbitants. En santé humaine, chacun repart avec son traitement. Oui, on balance des hormones ou des éoliens qui gèrent l'affaire. Ça part dans les tuyaux. Et ça génère une santé des territoires, une santé globale problématique. D'accord. Donc, One Health n'est pas encore... voilà. Il y avait des gens des ministères qui étaient là. Effectivement, je savais qu'Agridé lançait des groupes de travail. Il y a un groupe de travail.
Et toi, ça t'inspire, Wannes, Jean-Marie? Pas plus que ça. D'accord. Pas plus que... Mais je me méfie toujours des grandes idées très globalisantes, tautologiques. Ouais. D'accord. Non, mais c'est sûr que c'est une réalité. Bon, est-ce que c'est ça qui va conduire une politique? Ça me dépasse. Mais voilà. ça donne un cap. Ça me dépasse. Ça Par donne... contre, sur la politique, ouais. parce qu'il y a un chapitre, puis c'est un domaine sur lequel j'aime bien la politique agricole. Dans ce que tu dis, tout à l'heure, tu parlais du revenu, tout ça. Pour moi, sur la politique agricole, il y a deux grandes questions. C'est est-ce que la politique agricole, elle est faite pour augmenter la moyenne ou est-ce qu'elle est faite pour réduire les écarts? Aujourd'hui, elle traite la moyenne. Oui. Je crois que demain, or la crise agricole, elle n'est pas sur la moyenne. Le revenu moyen n'a jamais été aussi élevé. Et 2022, mais même il est encore plus fort que ce que j'imaginais. Ça faisait longtemps que je disais que la crise en 2022, ça allait être le manque de fiscalistes. Ça, je ne m'étais pas trompé. Mais je ne pensais pas à cette hauteur-là. Oui, réduire les écarts. C'est réduire les écarts. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que la politique et la politique agricole commune, enfin la politique européenne, parce que de plus en plus on parle de politique européenne que de politique agricole commune, la politique française, elle doit soutenir le revenu, ce qu'elle fait aujourd'hui, ou est-ce qu'elle doit accompagner les transitions? Oui. Ben oui, mais ce n'est pas ça qu'on fait. C'est pas ça qu'on fait. Il y a les éco-schémas qui ont un petit basculement timide. Mais, ouais. Et on devrait réduire les écarts. On devrait réduire les écarts. Et réduire les écarts, ça amène sur la qualité et la performance du conseil, sur lequel je crois qu'on a un problème aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, messieurs, dames, qui êtes connectés? N'hésitez pas. Hein. Sinon, questions en salle aussi peut-être, des réactions? Ah, il y a une main. Denis. Parfait. Alors, salut, il faut Denis. ouvrir le micro, Denis. Ouvre ton micro, Denis. Bonjour à tous, je suis désolé, j'ai été retenu et je n'ai pas pu suivre l'ensemble. J'ai écouté attentivement vos derniers propos et je voulais réagir à ce que venait de dire Jean-Marie. Alors, il y avait un point qui m'a interloqué. Je pense que l'humain, en agriculture, on ne va pas l'effacer demain. On a beau robotiser un certain nombre de tâches, l'humain sera toujours là. Hein. La Terre, elle reste complexe. Hein. Tu l'as souligné plusieurs fois. J'ai un propos ambigu là-dessus. Parce que je pense exactement ce que tu dis. Hein. Ouais, mais je n'ai peut-être pas compris tout le contexte parce que je suis arrivé en cours de conférence. Faut lire le livre. Oui, mais il faut avoir le temps. Oui, non, mais c'est au programme. L'hiver n'est pas fini. Attention, hein, je te prends en mot. Hein. Voilà. Non, mais effectivement. Non, mais l'aspect humain et l'aspect compétence et l'aspect, mais pas que l'aspect compétence, hein, l'aspect compétence, motivation, c'est essentiel. Ouais. Moi, une agriculture de robots, j'y crois pas une seconde. Oui. Enfin, des robots en agriculture, oui. Mais une agriculture de robots, non. De robots, non. Non, on est bien d'accord. Non, l'humain. Oui, alors la complexité du Et pour ceux qui ont le livre, vous remarquerez que je parle du numérique, mais pas comme un Eldorado. Voilà, pas comme un Eldorado. Il y a deux raisons. D'abord, j'ai écrit un bouquin consacré uniquement à ça. Donc voilà. Et puis deuxièmement, ça ne me paraît pas le point essentiel. Non pas que ce soit pas important, je veux dire, mais c'est pas. Je veux dire, pour moi, le numérique n'est pas enfin, même si j'ai écrit un bouquin qui c'est le Big Bang, mais c'est un Big Bang des organisations parce que ça change beaucoup. Mais je pense que dans la pratique agricole, ça change moins que de passer vers une agriculture systémique. Et le numérique est un outil pour aider. Mais ça, c'est une vraie révolution dans la pratique. Et ça demande un lâcher-prise, je le développe à un moment, cette idée de lâcher-prise. Il y a une saloperie, je fous un produit, je maîtrise. Là, je gère un écosystème, je pilote, je ne conduis plus directement, je pilote. Donc voilà, j'écris libre, je régule. Pour l'agronome que je suis, c'est passionnant, mais c'est compliqué. Et c'est beaucoup plus compliqué que de passer avec un drone ou un robot. Il y a une question, mais Denis, du coup, je me fais gronder par Alain parce que je n'ai pas pris la question de Denis, mais c'était quoi ta question, Denis? Ou c'était une remarque? C'était une réponse aussi par rapport à ce que venait de dire Jean-Marie sur les résultats qu'on peut engendrer en 2022. Il y a des gros écarts, c'est vrai, par rapport aux années antérieures, mais il y a beaucoup d'écarts entre chaque agriculteur.
Ah, c'est clair, c'est clair. Un agriculteur qui a vendu trop tôt, au mauvais moment, ou qui a acheté trop tard ou trop tôt, il y a des écarts fabuleux. Et puis en même temps, bah, tant mieux si on réussit, pour ceux qui réussissent, mais on a un tel retard sur les investissements de matériel pour progresser, parce qu'on dit que c'est de plus en plus complexe, mais il faut avancer. Et dès lors qu'on ne gagne pas notre vie, une année où on ne gagne pas notre vie, on recule. Hein, on ne progresse pas. Et moi, je vois bien sur l'ensemble de la ferme, chez moi, il y a longtemps qu'on n'a pas investi dans du matériel. Et c'est catastrophique, parce que ça engendre des coûts de réparation, d'entretien faramineux. Mais c'est vrai que c'est difficile d'investir parce que nos matériels ont doublé en 10 ans. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, Denis, quand tu dis, on l'évoquait du reste, je crois que tu avais une remarque d'Alain, sur le fait que les écarts sont très importants entre les exploitations et entre les exploitations d'un même système et d'un même département. Ça, les gens ont du mal à accepter ça. Mais moi, ça fait 10 ans que à l'époque où j'étais le Cerf France, on le voyait en première ligne, ça. J'étais en première ligne pour le voir, et on alerte, ça fait plus de 10 ans qu'on alerte là-dessus. Pourquoi? Parce que les marges sont moins importantes, les métiers sont plus compliqués, et donc les compétences nécessaires sont plus larges, et les défauts de compétences apparaissent beaucoup plus vite. Les défauts de compétences. Et les défauts de compétences apparaissent beaucoup plus vite. Alors, voilà. Et puis, parce que je disais, alors je ne peux plus le dire maintenant que je suis indépendant, mais quand j'étais directeur, je disais, mais je n'ai pas toutes les compétences de l'entreprise, loin s'en faut, il y a des métiers que je ne connais pas, donc je m'entoure, je ne peux pas tout savoir. Bien sûr. Et aujourd'hui que je suis indépendant, je ne peux pas tout savoir, donc je me fais un peu aider, mais surtout, je me concentre dans le domaine où j'y connais quelque chose, et je laisse tomber tout là où j'y connais pas. Donc, et un agriculteur, il a besoin de s'entourer, c'est clair, parce que les compétences commerciales. On voit là avec le prix du blé, moi je ne comprends pas les gens qui ne sont pas couverts il y a 2 mois. On disait, mais putain, il disait les prix, je dis, mais regarde le terme où il est. Prends des options, enfin, c'est le moment, quoi. Ben oui. Ouais, mais on ne peut pas parce qu'on n'est pas sûr. Oh, on n'est pas sûr. C'est fait pour ça. Et bien sûr, tu ne couvres pas ton rendement, tu couvres pas ta production, tu en couvres la moitié ou 40% si tu as peur, mais tu crantes quand même un minimum, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des réactions? Il nous reste 10-15 minutes encore ensemble. Sinon, moi, j'avais… Ah bah oui, parfait. Alors, vous pouvez vous présenter? Ah bah très bien. Non, mais il n'y a pas le son? Oui, il y a le sur ton ordre. Alors, du coup, peut-être… Est-ce que tu veux Oui, bonjour à vous tous, Laurent. Donc, je pose une question, enfin, une question m'interpelle sur les estimations aux besoins de métiers, de recrutement et de formation. Est-ce que vous avez une possibilité de chiffrer ou de quantifier à minimum? Moi, non, j'espère que d'autres le font, dans les organisations ou dans le ministère, etc. Mais c'est un… Bon, on sait que le recrutement, bon, partout, c'est un enjeu. Dans le monde agricole, c'est très compliqué aujourd'hui de recruter un collaborateur. Ce que je connais le mieux, c'est l'élevage, mais j'imagine qu'en agriculture, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Hein. C'est compliqué. Et c'est un enjeu énorme. Ouais. C'est un enjeu énorme. Et alors, on me pose souvent aussi la question de la formation de tu l'as évoqué. Bien sûr. Bon, là, je mets un joker, je ne sais pas combien j'en ai droit, Lisa. C'est vrai que, à part un peu bateau de dire que l'enseignement n'est pas à la hauteur, j'en sais rien du tout. J'interviens très rarement dans l'enseignement des lycées agricoles, qui sont un peu endogènes. En fait, dans la Manche, je travaille pendant 20 ans, on n'est quand même pas souvent intervenu. Dans la Manche, il y a 3 lycées. 3 lycées à collège. 2 lycées à collège. On intervient assez rarement. Ils sont quand même très, trop fermés, quoi. Enfin, ça me paraît clair, quoi. Ça me paraît clair, mais bon, je pense qu'on a un enseignement de qualité, enfin, je pense, mais
En fait, j'en sais plus. Il y a eu une note d'Agridé d'ailleurs sur l'enseignement. Il y a une note sur les récente sur les compétences. Les compétences. Tu as participé, Alain? D'accord, ok. Alors, est-ce qu'il y aura... Vous avez encore une question, Laurent? Non, c'est bon. D'accord. Tu parlais de l'élevage. Nico, c'est super. Tu parlais de l'élevage, Jean-Marie. Est-ce qu'il y aura un monde sans éleveurs bientôt? Parce que la viande, c'est pour toi quand même ça cristallise pas mal de choses. Oui, je crois que les rapports que nous entretenons avec le monde animal conditionnent une partie, pour partie, l'évolution de l'agriculture française et européenne. On a aujourd'hui les 2/3 des surfaces agricoles qui servent à nourrir des animaux. Si on prend les prairies, si on prend les cultures fourragères et si on prend les céréales qui passent dans les céréales à pâte que sont les cochons et les volailles, ça fait à peu près les 2/3 de surface. Et en Europe, c'est pareil, c'est 2/3. Et quand on regarde les évolutions, quand on regarde les courbes du Crédoc avec les effets de génération et les effets d'âge et les effets de génération, on peut s'imaginer qu'on va consommer moins de viande. Le monde va consommer davantage de viande. Non. Le monde entier. Davantage de viande. Ouais. Voilà, il y a les deux mouvements. Bah oui. Il y a les deux mouvements. Donc derrière ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on accompagne? Comment on organise? Sachant qu'il y a des zones où, et en même temps, on a besoin de l'herbe, notamment sur les questions de carbone, mais il n'y a pas que l'herbe. Ouais. Puis il y a alors, à part se mettre à brouter nous-mêmes, il y a des ruminants. La question, à mon avis, est plus complexe sur les viandes blanches, enfin les granivores, pas que, même si c'est les viandes les moins chères, mais c'est quand même, la question est quand même plus compliquée. Il y a plein de modèles qui disent que c'est ça qu'il faut réduire, enfin de modélisation, pas de modélisation. Donc ça, c'est une vraie question et ça conditionne une partie de... Là-dessus, je pose la question. Et puis, voilà. Après, il y a un deuxième effet qui est comment vont évoluer les conduites, notamment des ruminants, par rapport à la question climatique. Je termine demain là-dessus. D'accord. Comment ça va évoluer? Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de changements qu'il va y avoir. Parce que derrière la question du méthane. Donc, il n'y a pas que celle-là. Et sur la question du méthane, bon, on sait que par l'alimentation, il y a des... On peut changer des choses. On peut changer des choses. Oui. Les Américains misent beaucoup. Voilà. On sait que par la conduite du troupeau, on peut changer des choses. En gros, qui revient à avoir moins d'animaux, garder les animaux plus longtemps. Enfin, il y a des... Voilà. Et puis, l'INRA commence à dire que ce serait sûrement plus efficace d'avoir moins d'animaux à viande et de faire comme dans la plupart des autres pays européens, de se nourrir de la viande issue du lait. Ouais, donc, c'est une grosse question pour le grand bassin vache à lait. Oui. Avec derrière cette autre question-là qui n'est pas liée au changement climatique, qui est qu'on a une production en France, notamment en élevage, mais pas que, production, qui est de plus en plus décalée de la consommation. Ouais. Donc, c'est quand même un vrai problème, ça j'en parle beaucoup. C'est un vrai problème pour l'avenir. On mange moins de viande, de toute façon. Oui, et puis on mange de plus en plus de viande hachée. 50%, c'est de la viande bovine, c'est la viande hachée. Donc, c'est de la réforme laitière. Voilà. On produit des animaux lourds qui ne correspondent plus à ce qu'on consomme. Donc, on se dit, on importe et en même temps, on exporte nos broutards. On marche un peu sur la tête, quand même. On marche complètement sur la tête. Et puis, l'autre élément, alors là, ce n'est plus la production, ça c'est la consommation. On ne consomme pas d'animaux mâles, très peu. Or, à part jouer par la sélection des embryons, on a un sexe ratio qui est de 50, enfin pas tout à fait, mais à peu près ça. 50-50, donc les mâles, on les exporte. Et on pourrait les manger, même si, effectivement, manger du taurillon, on a un peu plus de mal. C'est le cas de le dire. C'est une question culturelle, après. Ok. C'est un peu pisseux, mais bon. Ah, Alain, encore une question. En parlant bien. Il y a 24 chapitres dans ton livre. Ouais, peut-être, oui, 24. Et au début, tu dis, vous pouvez lire les chapitres dans l'ordre que vous voulez, et commencer par l'un, par l'autre, et ainsi de suite. Mais moi, j'ai une question peut-être pour un autre livre, c'est quel lien tu ferais entre les 24 chapitres? Pourquoi tu as choisi ces 24 thèmes, ces 24 chapitres?
Et je pense qu'il y aurait un intérêt à rechercher des liens entre certains d'entre eux. Et tu n'incites pas au lecteur de le faire, ou tu laisses le lecteur tout seul de faire, en tout cas. Ouais. Est-ce que c'est un livre ou 24 livres? L'Odyssée du lecteur, c'est quoi l'Odyssée du Est-ce que lecteur? c'est un livre ou 24 articles, quoi? Ouais. Ouais. Non, sur le... Ce que je voulais dire par là, c'est que chaque chapitre peut se... Bien sûr, il y a une suite logique. Il y a quand même un cheminement, enfin, le chemin par lequel j'ai réfléchi. Mais, comment dire, chaque chapitre peut se lire indépendamment des autres. On peut en sauter. Alors, il y a notamment dans la première partie, quand c'est sur l'économie, qui est plus mon domaine, je vais plus loin. Et là, il y a plus de pages. Il y a plus de pages, complètement. Il y a plus de pages, c'est plus technique. Donc là, il y a des gens qui peuvent se dire ça me gonfle, et je comprends complètement, et qui passent, tu vois. Après, il y a des chapitres qui sont plus... Alors, pourquoi il y en a 24? En fait, après, bon, c'est un... au départ, il y en avait moins que ça. Et dans l'édition, et puis mes amis relecteurs, dont un me fait le privilège d'être là, mon ami Rémi. On peut le saluer. Rémi, s'il y en a 24, c'est en partie ta faute. Non, il y en a qui m'ont dit, bon, il faut que tu mettes un peu plus de rythme pour le lecteur. Hein. Non, mais en plus, je remercie Rémi et Claire et Bernard là, qui m'ont dit, il y a des moments, il faut que tu mettes un peu plus de rythme. Donc, on a coupé et de même, au départ, il y avait, je ne sais plus combien il y a de chapitres, mais il y a 2 parties, mais j'en avais fait 3. Il y avait aujourd'hui, après les apports de la science, et puis demain, on a un peu celui du milieu, on l'a coupé. C'est des questions d'édition, enfin de rythme. Mais autrement, c'est l'ordre dans lequel j'ai... Non, celui-ci, non, j'ai dit une bêtise. Enfin, c'est l'ordre dans lequel j'avais réfléchi, mais les 3 précédents, je les avais écrits d'affilée. Là, il y a des morceaux que j'ai écrits qui n'étaient pas dans l'ordre où je les... Oui, c'est pas chronologique. Oui, je les ai un peu changés. Je les ai un petit peu changés. Est-ce qu'il y a des réactions? Mais la partie économique est plus étoffée, ça c'est sûr. Des questions? Non, apparemment. Il nous reste encore 5 minutes. C'est-à-dire que la partie économique aussi, il y a une partie... Bon, les gens qui me connaissent bien, ils ne sont pas surpris, mais il y a une partie quand même qui va à contresens de ce que tout le monde dit. Donc, je l'ai plus argumenté. Alors, c'est quoi? Parce que tu as une libre parole qui t'est chère et que te caractérise. Et donc là, j'ai beaucoup appris, mais sur certains, je suis resté un peu sur ma D'accord. Mais oui, parce que je suis aussi sur certains sorti... autres, je suis d'accord avec toi, là, complètement. Parce que là, je suis sorti de ma zone de confort, c'est-à-dire que j'ai écrit sur des domaines qui n'étaient pas... où j'ai fait plus, pas vraiment un travail de journaliste, parce que je ne suis pas non plus journaliste, mais d'analyste, voilà. Et par contre, ce que j'ai essayé, j'espère que j'y suis arrivé, alors je ne me rappelle plus comment, c'est à chaque fois de dire, donc je ne suis pas allé très... Bon, c'est vrai que je suis un agronome, je suis un scientifique au départ, donc la génétique, tout ça, je connaissais un peu, je suis allé un peu plus loin, mais j'ai essayé à chaque fois de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce que ça peut entraîner demain? Mais c'est vrai que l'économie, il y a des collègues économistes qui m'ont dit, ouais, cette partie-là nous a vachement intéressé, le reste, c'est un peu plus général. As-tu des réactions de la part des organisations professionnelles agricoles? Très bonne question. Alors, oui, pas énormément. Pas énormément. Bon, jusqu'à présent, je n'ai eu aucune réaction négative. J'imagine que les gens ne le font pas. Ouais. Non, j'ai eu des louanges. C'est pour que ça fasse évoluer les décisions. Bien sûr. Alors là-dessus, je peux te répondre. J'ai eu du côté de la FNSEA des discussions, on regarde un peu de réserve, hein. C'est enregistré. Un peu de réserve, mais voilà. Et puis, bon, je pense que ça n'est absolument pas confidentiel. J'ai été invité par le conseiller Macron qui voulait que je lui parle. Voilà. Ouais. Et le livre est acheté par des écoles aussi, des écoles. Je trouve ça intéressant. On est étudiant, on peut lire ce livre. Il mériterait.
dans le cursus, Alors là, je ne sais pas. il mériterait. Mais c'est possible. Hein. Ouais. Ah, il est, si. Enfin, je connais des écoles, des écoles supérieures qui en ont dans deux, trois exemplaires dans la bibliothèque. D'accord. Après, est-ce que c'est acheté? Je ne sais pas. Il y a des. Parce que quand ils achètent à l'éditeur, je ne sais pas. Lié à des conférences, j'ai des groupes coopératifs, des entreprises qui m'en ont acheté des paquets conséquents pour offrir à leurs salariés, aux administrateurs, tout à fait. Ce que je n'avais pas eu pour les deux précédents, que j'avais eu pour le tout premier. Ok. Qui s'appelait comment ton premier? L'agriculture française, une diva. Ah oui, tout le monde s'en souvient. Voilà, c'est un peu, oui, les deux, c'est pas la même chose. Ils sont un peu sur le même frères et sœurs. Les deux autres étaient plus techniques sur le numérique et sur la PAC. Exact. Enfin, plus technique ou plus politique, étaient plus. Ok. Concentré sur un thème. Sur un thème, voilà. Enfin, troisième réédition, c'est déjà pas mal. Réimpression. Réimpression. Ouais. Mais bon, ils sont prudents. Et puis, comme aujourd'hui, je ne connais rien dans la technique, mais ils impriment beaucoup moins qu'avant parce que c'est beaucoup plus. Il y a moins de revues, ça coûte beaucoup moins cher que le 1000 plus coûte. Enfin, c'est pas des 1000. Bon, là, je crois qu'il a été imprimé. Il doit être à 2000 en impression. 3 mois. Mais c'est pas 2000 vendus, hein, parce qu'il y a. Alors par contre, ce que m'a dit, vous la connaissez, Marie-Laure. Marie-Laure de Châtre, ce qu'elle m'a dit, ce qui est marrant avec ton livre, ce qui est nouveau, c'est qu'il se vend en librairie. Ah. Ça c'est bien. Je suis très content de ça. Ouais, c'est bien ça. Parce que les 3 premiers, ils se vendaient pratiquement pas en librairie. Qui trouvent un public en librairie. C'est pas anodin. Ça ne m'étonne pas. C'est pas anodin. Tout à fait. Mais c'est une explication de l'intérêt de la société civile pour la Absolument. Ça confirme notre point de départ. Complètement. C'est fantastique. Alors après, ça, j'ai un tout petit peu de retour, mais j'ai peu de sur le fait est-ce que c'est lisible par tout le monde. Enfin, pas tout le monde parlait. Je crois, mais. Moi, je pense. C'est un manuel. Moi, je le prends comme un manuel. Il est assez lisible. Oui, il est assez pédagogique. Ouais. La compréhension est assez aisée et a priori. Non, mais alors, il y a un mot qui t'énerve, tu ne le prononces pas beaucoup dans le livre, c'est souveraineté, Jean-Marie. La souveraineté. Oui, alors, on a 5 minutes et après on termine. Voilà, ce sera le mot de la fin. Il y a un mot que je n'utilise pratiquement jamais dans le livre. Un concept que j'utilise, c'est l'agriculture biologique, ou de même l'agriculture conventionnelle d'ailleurs. Ou l'agriculture ACS, etc. Puisque là, je suis plutôt sur les tendances, et ça, pour moi, c'est des systèmes techniques, ce n'est pas des tendances. D'accord. Tu n'as pas dit les chapelles, mais… Les tendances conduisent à des systèmes techniques, mais ce n'est pas… Voilà. Donc ça, c'est… Parce que parfois, on me dit, mais tu ne parles pas du bio. Je dis, bah oui, je ne parle pas du bio. Non pas que ce n'est pas important, mais même si à un moment, je dis que ça va disparaître. Mais non pas que le bio va disparaître, mais que le… Ça va se diluer. Ça va se converger, quoi. Converger, se diluer, d'accord. Oui. Alors la souveraineté, la souveraineté, je suis français, c'est quand même une notion importante pour moi, la souveraineté nationale, etc. Mais l'idée que notre souveraineté alimentaire est menacée, d'abord, je fais la différence entre souveraineté et sécurité. J'avais écrit un article d'ailleurs là-dessus il y a un moment, qui avait été pas mal repris, quand Macron avait sorti là, au moment du confinement, la souveraineté. J'ai dit que non, le problème, c'est la sécurité. Et que notre sécurité… Alors, ce qui m'énerve un peu, alors ça a été repris, et c'est même devenu dans le titre du ministère, que ça arrange tout le monde, bien sûr. Enfin, syndicalement, c'est très porteur, ce concept-là. Et puis, ça permet d'affoler tout le monde sur un peu tout. Mais notre sécurité alimentaire, on exporte la moitié de nos céréales, on exporte 40% de notre lait, on exporte 40 ou 50% de nos betteraves. Si les rendements sans les NNI baissent de 30%, on sera toujours excédentaire. Donc, notre problème, il n'est pas là. Alors, en légumes, c'est autre chose. En fruits et légumes, c'est autre chose. C'est pas pareil. C'est autre chose, mais on vit bien avec et personne ne veut que ça change. Personne ne se démène pour que ça change. Bon. Voilà. Par contre, là, et je te disais, je l'avais écrit il y a 2 ans. Là où on a un vrai problème, et là, c'est de sécurité, c'est en amont de l'agriculture. Alors maintenant, c'est trivial avec l'histoire des engrais azotés. On importe plus des 2/3 ou les 3/4 de nos engrais. Évidemment, la potasse, on n'en a pratiquement plus. Les phosphates, on n'en a jamais eu. En gras, ils sont obligés de les acheter. L'azote, je crois qu'on en produisait à peu près 1/3 de notre production. Donc là, on est coincé. Les produits phytosanitaires, les Bayer et compagnie sont des assembleurs chez nous.
les matières actives, c'est comme la chimie, c'est en Inde et en Chine. Ouais. Comme les médicaments. Le machinisme, je ne me permettrai pas d'en parler devant mon ami Alain, mais on exporte et on importe, et globalement on importe beaucoup, on exporte aussi beaucoup, donc on est quand même très dépendant, mais en même temps on ne va pas se refermer. Et je donne souvent l'exemple du pétrole, du carburant, où on n'en a pas, pratiquement pas, un tout petit peu. En plus, il se trouve, mon père était pétrolier, était géologue pétrolier, donc on n'en a pratiquement pas. Mais on n'est pas autonome, mais on a créé, on a construit notre sécurité. On a des stocks stratégiques importants. On est embêté quand il y a des grèves, on a peur de pas, mais on n'a pas peur de manquer de pétrole. On est complètement sécurisé. C'est pas la même chose. Et donc je disais sur l'azote, parce que bon, les PK, on peut se. En plus, j'ai appris l'autre jour en allant à Floem que sur les phosphates, les normes qu'on avait étaient trop élevées. Donc, on est en train de revoir à la baisse. Donc, on peut, puis pendant un an, si on en manque. Voilà. Voilà. Et puis, si un an, non, mais pas, c'est pas un monde. Bah, par contre, l'azote, là, on n'a pas le choix, il en faut. Donc, on n'a rien fait pour notre sécurité en matière d'azote. Même si on voit bien que là, finalement, il y en a. Je n'ai pas regardé récemment, mais je crois que j'en entends pas. Ce n'est pas le cas. En semences, on est le premier exportateur mondial. En semences. Ah, en semences. Ah, oui, en semences, on a 1 milliard de. C'est une pépite française. C'est une pépite. C'est une pépite. Et donc, oui, mais la semence, c'est de la production agricole. Et voilà. Et on est des. Donc, on n'a pas de souci. Moi, je ne crois pas. Enfin, l'idée qu'on aura faim. Alors, il y a des gens en France, il y a plusieurs millions de personnes en France qui ont faim, qui ont du mal à se nourrir. Mais c'est complètement autre chose. Mais s'agiter sans arrêt, non. Notre sécurité industrielle en amont, oui, là on a un vrai problème. D'accord. Bon, ben voilà. Il y avait une réaction de Laurent. Et puis après, oui, je t'ai vu. Oui, ça a été en partie répondu, merci. C'était est-ce que la question de souveraineté n'est pas une question de taille ou de regard sur laquelle effectivement s'approvisionne et sur laquelle il y a une action économique ou d'échange. Je suis d'accord. C'est-à-dire que si je regarde la souveraineté ou la sécurité au niveau de mon canton, si je le regarde au niveau de ma région, avec le mythe du local, je dis local, ok, mais moi qui suis bordelais, vous m'obligerez, personne ne m'obligera à boire du vin normand. Il y a quand même des vérités. Non, mais voilà, et tu le prends comme tu veux, tu produiras du lait moins cher en Normandie qu'à Montpellier. Oui. Donc, il ne faut pas non plus devenir… L'obsédé du local, la Fondation Jean Jaurès vient de publier… Oui, c'est Philippe Wetzmann qui l'a écrit. Ouais. J'ai survolé, je ne l'ai pas encore lu. Mais oui, tout à fait. Et on dit on est déficitaire en fruits et légumes. Si je suis européen, je regarde ça autrement. Tout à fait. Si je suis européen, je regarde ça autrement. Donc, à quelle échelle, c'est ça votre question. Voilà, à quelle question on regarde ça. À quelle échelle on regarde ça. Exactement. Oui, je connais moins bien, mais c'est vrai. Voilà. Donc, et puis alors après, sur un tour. Alors, derrière ça, il y a quand même la question de l'équilibre alimentaire mondial. On a bien vu aussi que avec l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, bon, on s'est alerté très fort, et à mon avis, c'était légitime. Et on a bien vu que finalement, le commerce, il a ses lois. Il trouve sa voie. Il trouve sa voie, voilà. Je cherche un mot. Son chemin. Il trouve sa voie et les échanges, ils ont continué. Et ils continuent sur le gaz. On va s'approvisionner en Azerbaïdjan ou je ne sais pas où, il y a du gaz russe. On fait semblant de ne pas le voir, mais… Tu as fait une annexe sur l'Ukraine. Oui, j'ai fait une annexe. Quelques pages à la fin. Ouais, j'ai fait une annexe. Je vois qu'on est ensemble depuis un peu plus d'1 heure. Je vais devoir… Écoute, c'est un vrai plaisir pour conclure, te remercier, Jean-Marie, parce que tu joues le jeu, c'est super. Voilà, merci de tes réponses franches. Merci aux participants en présentiel, en virtuel. On voit que la nuit est tombée. Certains ont éclairé leur bureau. On a un effet de lumière sur Denis là, qui est merveilleux. C'est ça. On ne voyait plus Rémi, et ça y est, on le voit. Et Rémi a un crâne très brillant. Ouais. Il sourit, on voit
voilà, ça y est, on va t'en sourire, Rémi. Merci beaucoup. On pourra retrouver Laurence, hein, le replay. Je vais envoyer une la semaine prochaine. Il y aura le Parfait, parfait. On a parlé en toute franchise, donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème avec ce qui s'est dit. Mais c'est bien parce que c'est le débat. Merci Laurence aussi d'avoir préparé avec moi ce CIRPA atelier. Et à très bientôt. On se retrouve tous au Salon de l'Agriculture, bien sûr. Ah oui. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à annoncer d'autre du CIRPA. Allez, profitons-en. Le Salon de l'Agriculture, les CIRPA Awards. Le concours Filmta Science. La science, tout sur le site du CIRPA, mais inciter Vos les réseaux. Voilà. Laurence, tu peux parler? Vas-y. Allez. Donc, incitez tous vos réseaux à candidater au CIRPA Awards, tous ceux qui sont exposants, et à candidater aussi au concours Filmta Science. Donc, il y a 3 catégories: agriculteurs, étudiants aux startups et professionnels de la chaîne agri et agro. Donc, ça fait 2 beaux événements qu'on prépare là avec intensité depuis quelques semaines. Donc, on vous attend nombreux. Parfait, parfait. Je rallume le micro. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à toutes et tous. Merci. Voilà.